Nous sommes de retour sur le plateau de Your Future. Je suis ravie de vous accueillir. Moi, c'est Marie Solis pour cette dernière masterclass ou une masterclass interactive. Vous l'avez vu, on est en direct. Vous pouvez interagir, poser vos questions, vous aussi, de votre côté. Donc, n'hésitez pas. Il y a un chat, c'est fait pour. Donc, on est là, on vous attend. Je dis on, pourquoi? Parce que je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée. J'ai la chance d'avoir avec moi des étudiants autour de cette table, des futurs étudiants, parce qu'il y a aussi des gens très très jeunes, des gens qui se posent des questions. Vous vous posez peut-être aussi des questions sur votre formation, sur votre avenir, sur votre futur métier. Vous êtes donc au bon endroit. Restez avec nous. On va parler d'une thématique, une thématique qui peut vous intéresser, j'en suis certaine, puisqu'il y a un nouveau métier qui vient d'émerger. C'est celui de juriste augmenté. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On connaît un petit peu les juristes, on connaît les avocats, on connaît un peu le monde du droit. Mais alors pour ma part, je suis hyper intriguée par cette nouvelle notion. Donc j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de vous en dire plus. On va évoquer aussi bien évidemment l'importance de développer les soft skills dont on entend parler depuis quelques années maintenant. Mais on va comprendre l'importance de ces soft skills pour naviguer sereinement dans un marché du droit qui est en constante évolution. Vous allez vous en rendre compte. Donc, si tous ces sujets vous intéressent, surtout ne bougez pas, restez avec nous et on va peut-être pouvoir accueillir aussi notre invité, puisque je ne serai pas toute seule durant cette masterclass. J'ai avec moi Thomas Saint-Aubin, qui est vice-doyen de l'École supérieure des métiers du droit. Bonjour Thomas, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Marie. Bienvenue. Merci de votre invitation ici au Parc des Princes. Alors parce que c'est bien de l'évoquer, on est au Parc des Princes, mais on n'est pas que au Parc des Princes. On est dans le vestiaire du Parc des Princes, le vestiaire des joueurs. Un lieu de grande victoire, on sent beaucoup d'énergie. L'énergie, elle y est. L'énergie, elle est positive. Elle est là aussi grâce à vous, mais grâce à cet endroit assez symbolique, assez étonnant. Et c'est plutôt sympa de pouvoir avoir cette expérience. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous parler de l'École supérieure des métiers du droit? Parce qu'on est peut-être habitué aux facultés de droit, peut-être un peu moins aux écoles. Tout à fait, les facultés de droit, il en faut, elles sont là depuis toujours, elles seront là demain. L'École supérieure des métiers du droit essaie de préfigurer un nouveau juriste, l'école des nouveaux juristes, Ouais. un juriste augmenté de nouvelles compétences, puisque pour être un bon juriste, il faudra bien sûr des compétences juridiques, mais aujourd'hui on considère que ça ne suffit plus et il faut pouvoir développer des nouvelles compétences dont on va parler aujourd'hui. Donc vous proposez quand même des formations. Tout à fait, c'est bien une école de droit, ça peut paraître étonnant, on a vu quelques étudiants dans les travées du salon, mais finalement il y a autre chose que la fac de droit, ben oui, c'est toujours une école de droit. Le monde de la formation de droit s'ouvre un petit peu. On peut maintenant créer des écoles de droit qui délivrent des titres reconnus par l'État, des titres RNCP. Et donc de le bac+1 à bac+5, on peut suivre ces formations dans des écoles assez innovantes comme le SMD. Et alors du coup, vous venez de parler de bac+1 jusqu'à bac+5. À quel moment de son parcours on intègre votre école? On peut bien sûr, après le bac, rejoindre l'école, notamment pour des étudiants qui souhaitent tout de suite avoir une expérience professionnelle. C'est vrai que le problème des études de droit, parfois, c'est qu'on attend, on n'est pas obligé, on attend 5 ans, 6 ans pour faire un premier stage. Et c'est un petit peu embêtant dans le monde dans lequel on évolue. Donc, nous, on a une pédagogie très orientée, en fait, sur la professionnalisation. Avec la possibilité d'être en alternance dès la première année. Et puis, on peut rejoindre l'école en cours de cursus. On va pouvoir basculer sur dossier, après, en deuxième, en troisième année, ou rejoindre pour faire un master. Puisqu'on délivrons notamment 2 masters, un master compliance, juriste d'entreprise compliance, et un master juriste d'entreprise option legal tech. Donc ça veut dire qu'on peut avoir choisi un autre parcours, une autre voie, et puis finalement se réorienter et venir chez vous? Bien sûr, oui, tout à fait. On peut tout à fait passer par les facs de droit plus classiques et nous rejoindre en cours de cursus. Ça, c'est bien pour tous les étudiants qui se sont lancés, mais qui s'y retrouvent pas forcément là où ils sont actuellement. Est-ce qu'il y a des prérequis pour entrer dans votre école? Alors, les prérequis, bien sûr, il faut avoir un bon étudiant, un bon dossier, ce qu'on va regarder. Mais on va regarder aussi ce qu'on va appeler les soft skills, les compétences de la personnalité. C'est très important dans la pédagogie qu'on essaie d'insuffler à l'école, d'avoir une personne qui va peut-être être un bon technicien en droit, mais pas seulement, qui va être capable aussi d'aller vers l'extérieur. C'est fini le temps un petit peu du juriste qui rédigeait des contrats dans son bureau. Tout seul. Le juriste doit s'ouvrir, doit aller à la rencontre de tous les intervenants de l'entreprise, doit pouvoir communiquer sur ce qu'il fait, négocier, conclure. Et effectivement, on va beaucoup regarder ça dans les admissions qu'on va faire au sein de notre école.
D'accord, donc l'admission, elle est comment? Comment ça se passe exactement? Quel est le parcours pour être admis? Le parcours idéal, effectivement, c'est d'avoir un bon parcours de lycéen et de soumettre le dossier. Et après, comme je dis, en cours de parcours universitaire, on va pouvoir rejoindre quelqu'un qui a fait, par exemple, des premières expériences, qui a participé à des vies associatives, qui a montré un intérêt pour d'autres matières que le droit. On aime bien les profils un petit peu doubles, sera le bienvenu dans notre école. Ouais, c'est un plus. Ouais. C'est toujours Les profils atypiques sont vraiment les bienvenus. Sont recherchés. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait de facultés, de droit, notamment d'études de droit. On sait que les études de droit, c'est des études qui sont assez longues. On se lance dans des longs cursus. Est-ce que vous proposez des modalités différentes, comme l'alternance, par exemple? Ça serait nouveau? Oui, c'est vraiment une particularité, moi, à titre personnel, et on en parlait parce que Marie, pour tout le monde, a suivi aussi des études de droit. J'ai fait des études de droit, mais Voilà. alors moi, j'ai suivi un parcours très classique. Pour le coup, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Je suis allée dans une fac de droit, j'ai fait toutes mes années d'études. Donc, je savais même pas que c'était possible de pouvoir faire de l'alternance. Mais c'est vraiment très nouveau, hein. C'est vrai D'accord. que c'était un grand paradoxe et une grande problématique des études de droit, c'est que moi, je recrute depuis 20 ans des étudiants en droit. Ouais. Et bien souvent, ils arrivent dans mes entreprises ou les administrations et ils ne savent pas rédiger un contrat. Ils ne savent pas saisir la justice. Par contre, ils ont une formation très très poussée au niveau du raisonnement juridique, au niveau du bagage théorique, parfois la connaissance des textes. Mais maintenant, c'est vrai que les textes, on les a dans la poche, hein. On a l'ensemble des textes dans des applications dans notre smartphone. Et donc, ça évolue très très vite. Et donc, on attend aujourd'hui des compétences du juriste que nous n'attendions pas hier. Et c'est vraiment ça qui nécessite aussi d'être le plus tôt possible en alternance et l'entreprise. Et on peut le faire assez rapidement dans le cursus? Oui, dès la première année, Ouais. et ça a été une très grande réussite pour l'école de constater que des étudiants de première année étaient reçus par les entreprises, et pas que pour faire du café. Et même pas du café, c'est au contraire de tout de suite participer à des sujets stratégiques dans l'entreprise. Parce que c'est vrai que c'est un peu ça, on va pas se mentir. Enfin, moi, je me rappelle sûrement les stages d'étudiants. Quand on faisait un stage en première ou en deuxième année, stage très court pendant l'été parce que c'était compliqué en cours d'année. Et on n'apprenait pas grand-chose, quoi. Vous savez, il y a 10-15 ans, peut-être, le stagiaire en droit, il allait faire des recherches de jurisprudence, il allait faire des photocopies. Ce que je veux dire, les photocopies aussi. Il Ouais. allait constituer des dossiers pour les juristes, pour les avocats. Maintenant, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui le fait. C'est la techno. Donc, en fait, quand vous êtes déjà stagiaire ou alternant en droit, on va plus vous faire des tâches à faible valeur ajoutée qui sont maintenant faites par la machine. D'accord. Donc, forcément, dès que vous allez arriver en entreprise, en utilisant vous-même des technologies, vous allez tout de suite avoir des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Et c'est pour ça que l'alternance a toute sa place dès la première année. Et au niveau du rythme, ça se passe comment? C'est comme de l'alternance classique? Oui, tout à fait. Là-dessus, on n'a rien réinventé, ce qui marche bien en France. Ouais, donc une partie à l'école, une partie en entreprise. D'accord, pour bien s'immerger dans le monde du travail. Si on rentre dans le concret, on parle de droit. Le droit, c'est assez vaste finalement. Quels sont les métiers auxquels vous formez? Alors déjà, un mot sur tous les métiers du droit, hein. Ah Ils sont nombreux. Il y a les métiers qu'on peut exercer en libéral. Alors, les métiers, bien sûr, d'avocat, que vous connaissez. Commissaire de justice, on a fusionné les commissaires-priseurs et les huissiers récemment. On peut exercer comme greffier de tribunaux de commerce. D'ailleurs, c'est les plus fortes rémunérations dans les métiers du droit. Une moyenne à plus de 37 000 euros, je crois, mensuels. D'accord. Et on a également les métiers en entreprise, donc directeur juridique, juriste d'entreprise. Et puis, on a également les métiers dans la fonction publique, magistrat, greffier en chef, greffier. Et puis, des nouveaux métiers qu'on a vu apparaître depuis quelques années. Il y a des nouveaux métiers, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants. Mais si on se base sur le métier de juriste en entreprise, pour être plus concret, ça consiste en quoi? Quelle est la spécificité d'un juriste en entreprise? Le juriste au sein de l'entreprise, c'est celui qui va s'assurer d'une part de la conformité générale de l'entreprise par rapport aux règles, hein, parce que je rappelle à tous nos étudiants ici que le droit, c'est un corpus de règles qui évolue tous les jours. Tous les jours, vous avez un journal officiel et puis vous avez des textes, mais il y en a beaucoup. Donc pour une entreprise, il faut des juristes, et des juristes d'ailleurs qui vont utiliser la technologie pour voir si l'entreprise, si elle est dans l'environnement, est-ce qu'elle continue de respecter les normes environnementales? Si elle est dans le numérique, est-ce qu'elle respecte les nouveaux textes, par exemple, sur l'intelligence artificielle? Et puis, à côté de ça, un juriste qui va être capable de participer au business. Parce qu'une entreprise, quand elle vend des biens ou des services, elle passe des contrats. Et donc, il faut que les juristes soient capables d'être associés au business avec les commerciaux pour négocier des clauses, pour faire du closing et pour suivre après l'exécution des contrats. Donc, c'est vraiment un juriste qui est de plus en plus stratège au sein de l'entreprise. On a de plus en plus de directeurs juridiques qui siègent au COMEX,
Ce qui est une vraie évolution pour les métiers du droit dans l'entreprise. Et du coup, on parle de juriste pour vraiment ceux qui n'ont aucune notion. Juriste-avocat, c'est la même chose? Il y a une différence? Est-ce qu'un juriste est avocat? Est-ce qu'un avocat est un juriste? Alors, tous les avocats sont des juristes. D'accord. Et tous les juristes ne sont pas avocats. Quand vous faites des études de droit, il faut pouvoir prolonger par un certificat d'aptitude à la profession d'avocat que vous pouvez passer auprès de différents barreaux français. Et puis, vous avez également des passerelles quand vous êtes juriste d'entreprise. Au bout de, par exemple, 7 ans, vous pouvez demander une équivalence pour passer avocat. Et on constate depuis quelques années que de plus en plus de juristes font, dans leur carrière, ils sont avocats, ils redeviennent juristes d'entreprise, etc. Donc un juriste ne peut pas forcément plaider. En revanche, un avocat peut... Exactement. L'avocat, en France, a le monopole sur le contentieux dans certaines juridictions. Il y a des juridictions où vous pouvez parfaitement vous-même aller vous défendre, par exemple devant le tribunal d'instance, en cas d'un litige avec un voisin. Mais je ne vous le conseille pas forcément. Peut-être mieux de faire appel à un pro. Voilà, tout à fait. Et puis, il a le monopole du contentieux, effectivement, et le monopole du conseil, ce qu'on appelle le legal privilege. C'est-à-dire que le juriste, aujourd'hui, il n'y a pas de secret, par exemple, des correspondants du juriste d'entreprise. D'accord. C'est d'ailleurs quelque chose que la profession des juristes d'entreprise essaie de faire évoluer actuellement. J'imagine, ouais. Pour créer ce statut d'avocat en entreprise. Ça viendra bientôt, je pense. Ça va faire partie des futurs métiers, des métiers de l'avenir. C'est sans doute pas forcément un nouveau métier parce qu'il existe à l'étranger, mais effectivement, ça sera un autre statut, encore peut-être plus haut, de permettre à un juriste d'être avocat en entreprise. Et donc, si on revient sur le juriste, est-ce que le juriste est plutôt une personne qui est généraliste ou c'est une personne qui se spécialise dans un domaine? Alors, c'est comme dans toutes les professions, comme par exemple en médecine, on a des généralistes. C'est de plus en plus difficile d'être généraliste quand même dans le droit parce que plus il y a de normes, plus on est précis, mais on a des juristes généralistes, notamment des avocats en région qui sont des généralistes. Et puis, on va avoir des spécialités. Tout à l'heure, j'ai discuté je crois qu'elle est ici, quelqu'un qui veut faire du droit de l'environnement. Je lui dis, tu as intérêt à bien connaître les normes environnementales et connaître le droit de l'environnement. Et c'est une spécialité très, très forte. Moi, par exemple, ma spécialité, c'est le droit du numérique. Et je suis j'ai des compétences juridiques et des compétences numériques. J'ai appris à coder très jeune. C'est très important quand on fait du droit du numérique. Pour comprendre de quoi on parle, en fait. Exactement. Donc c'est plutôt bien. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels on retrouve vraiment les juristes ou est-ce que ça peut être très large? Il y a quelque chose qui est incroyable quand vous êtes juriste, c'est que vous allez dans chaque entreprise, il y a une direction juridique où il y a parfois un juriste qui est tout seul. Donc en fait, vous allez pouvoir, dans une carrière de juriste, aller dans tout type de domaine d'entreprise. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, vous allez aussi pouvoir avoir des carrières très souvent à l'international, dans des grands groupes. Il n'y a pas un modèle de juriste, si je comprends bien. Non, je pense qu'il y a autant de personnalités qu'il y a de manière d'exercer le droit. Les juristes, on dit souvent que c'est des gens quand même assez curieux, des gens plutôt littéraires, des gens qui aiment bien faire la fête aussi. Il paraît, le droit forme bien tout ça. Et on a parfois une image un peu sombre du juriste, j'en suis parfois étonné. Un peu tristounette, un petit peu. Mais non, j'ai encore ce soir une soirée où je vais avoir beaucoup de juristes, je peux dire que ça va être très gai. Mais ça, c'est bien, c'est dans pas mal de domaines finalement. On se retrouve tous autour d'une fête, finalement, peu importe où on vient. Donc ça, c'est plutôt bien. Les juristes, ils ont un rôle clé quand même au sein d'une entreprise. C'est vrai qu'on attend d'eux du conseil quand même en entreprise. Ils ont un rôle d'alerte, non? Aussi, pour pouvoir mettre un cadre et dire attention là, ça peut être illégal, ça peut être illicite. C'est ce qu'on attend d'un juriste? Oui, alors pas que du juriste, mais c'est vrai que vous faites sans doute référence aux lanceurs d'alerte. Effectivement, on a eu tout un tas de textes, on pense à Sapin 2 notamment, pour effectivement permettre que les signalements puissent aussi venir de l'intérieur de l'entreprise. Le juriste, il a un rôle du fait de sa capacité à faire le lien entre les règles et la pratique de l'entreprise. Ce qui n'est pas toujours évident quand vous êtes juriste et qu'il faut aller expliquer à votre patron que là, il n'est pas dans la règle. Vous avez une vraie responsabilité. Et puis, on a essayé de développer aussi, le juriste va encadrer ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, par exemple un cas de harcèlement dans le monde du travail, harcèlement moral ou harcèlement sexuel. On va mettre en place des procédures avec les technologies au sein de l'entreprise pour que des salariés puissent faire un signalement auprès du parquet ou auprès des personnes chargées de ça au sein de l'entreprise. Donc ça va être aussi le rôle du jury de s'assurer du bien-être aussi au travail des salariés. Alors j'en ai parlé en introduction, j'ai évoqué une nouvelle notion. Vous proposez de former des juristes augmentés. C'est un petit peu une notion nouvelle. Qu'est-ce que c'est qu'un juriste augmenté? Qu'est-ce qui le différencie d'un juriste classique, non augmenté? Alors on a un grand enjeu. Moi je dis souvent, elle le dit souvent à ma fille ici présente dans la salle, que on va essayer d'opposer des droits aux robots, parce que de plus en plus dans nos vies, on est gouverné aussi par l'IA, l'intelligence artificielle, l'algorithmie. On essaie de voir
les éléments dont on est à l'origine, est-ce que ce sont des choix ou est-ce qu'on a été influencé? Et du coup, le juriste, il y a les effets pervers où il doit protéger l'humain des dangers qu'on peut avoir de la technologie, mais il va aussi pouvoir se saisir de la technologie pour en gros confier tout ce qui nous embêtait. Le juriste, il y a quand même des tâches qui ne sont pas forcément marrantes. Et ben, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est toutes ces tâches et les tâches à faible valeur ajoutée. Par exemple, quand on prend une entreprise et une direction juridique, on va regarder les tâches de 1 à 10, celles qui sont cotées à moins de 5, celles qui ont le moins recours à l'intelligence du juriste, parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait un bac plus 5. Ouais. Donc on ne va pas lui demander de faire des tâches à faible valeur ajoutée. Et celles-là, on va les confier de plus en plus à la machine. Et voilà, c'est un peu la base du juriste augmenté, mais c'est aussi un juriste augmenté de compétences business skills, parce qu'il ne va pas se contenter de rédiger des contrats, il va être capable de les négocier et de comprendre l'intérêt commercial de l'entreprise, et des soft skills qui sont aussi très importantes pour ce juriste augmenté. Les soft skills, justement, je rebondis, parce que vous pointez du doigt l'importance des soft skills. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui se posent encore la question, qu'est-ce que c'est exactement? De quoi on parle quand on parle de soft skills? On va parler de la créativité, on va parler de l'audace, on va parler du sens de la communication, on va parler de la capacité d'initiative. Une soft skill qui est très importante chez les juristes, c'est la capacité à régler un problème. Il n'y a rien de pire quand vous allez voir les juristes de l'entreprise à un moment où vous voulez lancer une nouvelle société, une nouvelle activité, et par exemple, je ne sais pas, dans l'environnement, et les juristes vont vous dire non, ça n'est pas possible. Le droit ne vous le permet pas. Pas de solution. Non, le juriste doit toujours, et moi j'ai eu cette exigence tout au long de ma carrière, et peut-être des prédispositions sur une forme de créativité, je ne sais pas, mais en tout cas d'avoir toujours le souhait, la volonté de trouver une solution pour mon client. Et si la solution, ça impose de faire changer le droit, d'aller à Bruxelles, de faire du lobby, faire bouger les textes, eh ben il faut le faire. Mais il faut, voilà, les soft skills, c'est vraiment tous ces éléments-là. Les soft skills, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Ou est-ce que c'est moitié-moitié? Je dirais qu'il y a forcément une part d'inné parce que quelqu'un, un juriste, je dirais, gratte-papier qui veut rester dans son bureau et qui va peut-être un très bon technicien, et il en faut. Par exemple, dans la fiscalité, on en trouve, mais on peut aussi développer ça. D'ailleurs, on essaie, nous, à l'ESMD, on essaie de beaucoup travailler sur les cas d'usage, les mises en situation. Ouais, vous faites comment justement pour développer ces soft skills? En fait, dans la pédagogie en général, bon, on connaît dans la fac de droit, on a souvent les travaux de TD d'exposer. Ouais. Donc c'est vrai que ça pousse d'exposer une situation devant 15, 20 étudiants, etc. Mais là, on va aller plus loin. Par exemple, en ce moment, on travaille sur les cliniques juridiques. D'arriver, par exemple, à ce que nos étudiants viennent aux rencontres des entrepreneurs, viennent aux rencontres des problèmes que rencontrent des vraies personnes, leur amèner des solutions. On va travailler vraiment aussi sur les associer à des vrais projets. Et puis les mettre en situation de créateurs d'entreprise, des jeux de rôle, voilà, vraiment des situations encore plus loin pour justement mobiliser, développer ces soft skills qui ne sont pas forcément innés. Il y a des étudiants qui ont plus de mal à avoir déjà de l'audace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Je pense que les étudiants les plus brillants, c'est ceux qui se lancent, qui ont des échecs. Et les juristes ont du mal avec ce que les Anglais appellent le test and learn, qu'on connaît bien dans le monde des ingénieurs, en fait. J'essaie, je me trompe. Souvent, les juristes ont dit, il faut absolument que tu y arrives. Faut y arriver. Soit parfait. Et ça, c'est très nouveau. Et dans notre école, on essaie d'inculquer ça. On essaie d'inculquer, tu peux te tromper, c'est pas grave. Ouais. Tu as 5 ans. Voilà. Par contre, après, il faudra moins se tromper. C'est ça. C'est maintenant qu'on se trompe. Derrière, ça sera... Exactement. C'est important, ce droit à l'expérimentation aussi dans le monde du droit. Mais les mentalités ont changé parce que c'est vrai que pour le coup, avant, il fallait pas se tromper. C'était la culture de la gagne. C'était beaucoup de... Enfin, moi, je me rappelle quand je suis arrivée, premier jour, fac de droit, on est tout jeune, on sort du bac, on est plein d'allant, plein d'envie. On nous dit... Enfin, j'étais dans un grand amphi et le directeur nous dit, vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Dans un mois, il y aura plus suite gauche, il y aura plus suite droite. Enfin, non, mais il y avait un espèce de truc. C'est la grande lessiveuse. Un peu la peur, en fait, de l'étudiant. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une autre ère. Déjà, dans ce que vous dites, il y a la peur de ne pas être un bon juriste. Un bon juriste, quand même, il va, concrètement, pour ceux qui nous écoutent, quand je suis avocat et que je vais remettre des conclusions, en fait, mon client, j'engage ma responsabilité et il va suivre mes conclusions. Et en fait, il va orienter une décision par rapport à ça. Je dis le droit quand je fais des conclusions. Le juriste d'entreprise, on va lui demander son avis. Donc c'est quand même assez stressant parce qu'il peut y avoir des conséquences énormes. Donc ce droit à l'expérimentation, il n'est pas évident. Mais si quelqu'un n'est pas forcément
il veut pas travailler seul. Déjà, il va pouvoir dire, bah là, je suis pas compétent. Il y a un enjeu de sécurité informatique, il y a un enjeu. Donc, il va être plus collaboratif. Donc, ce juriste augmenté, déjà, il va être beaucoup plus à l'aise. Il va utiliser la technologie pour solliciter, interroger, être un chef d'orchestre des compétences de l'entreprise. Et puis aussi, c'est ce qu'on essaie de faire dans notre école. Ça ouvre à tous les métiers. Vous-même, vous êtes une journaliste. Moi, maintenant, je suis un entrepreneur dans la legal tech, mais un entrepreneur. On voit des juristes, effectivement, dans plein de domaines. Si je ne vais pas être un super juriste, c'est quand même une très bonne formation pour devenir un entrepreneur ou un cadre généraliste. C'est quand même une formation où on va comprendre les règles, comment fonctionne le système. Et une fois que j'ai compris comment fonctionne le système, bah, je vais pouvoir faire plein de choses, en fait. Pour moi, je dis souvent à mes étudiants de droit, vous êtes les rois du pétrole. Il n'y a rien de mieux que faire des études de droit, et j'en suis vraiment convaincu. Ça, c'est bien. Et c'est un bon message pour ceux qui nous écoutent, parce que ça veut dire qu'on a le droit de se tromper, on a le droit aussi de choisir ses études. Et si on ne sait pas encore exactement quel métier on veut faire, ça peut être vraiment une très très bonne formation pour la suite. Et ça amène à plein de choses, à plein de possibilités. Ah, mais souvent, on choisit le droit parce que c'était mon cas, peut-être votre cas, mais après les études, je ne sais pas trop quoi faire, donc je ne vais pas m'enfermer dans une école de commerce. Qu'est-ce que je fais? Donc je fais du droit parce que c'est très généraliste. Par contre, ce qui manquait peut-être un petit peu au droit, c'est que je pouvais me retrouver en 5e année, j'ai toujours pas choisi, je suis juriste généraliste, et là c'est un peu danger. Tandis que des écoles comme la nôtre vont vous forcer à un moment quand même à aller par exemple vers la compliance, où vous allez devenir celui qui va s'occuper de la conformité de l'entreprise. D'accord. Ou sur les sujets numériques. On va vous obliger quand même à un moment à choisir, à développer vraiment des compétences très très professionnelles pour faire en sorte que votre niveau de... Votre capacité à délivrer, à faire des choses concrètement quand vous allez être diplômé soit bien présente. On ne va pas attendre 2 ans en fait pour que vous soyez compétent. Et du coup, vous parlez quelque part d'accompagnement. Est-ce qu'il y a un véritable accompagnement? Parce qu'on peut se poser des questions. Est-ce que vous aidez les étudiants à trouver leur alternance? Est-ce que vous les aidez justement pour le monde professionnel aussi, pour les entretiens d'embauche, des choses comme ça? Ce que j'adore, moi, à titre personnel, dans cette école, moi, j'ai toujours aimé enseigner. Ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne, et même dans des facs de droit traditionnels. Mais dans cette école, vraiment, il y a la volonté de travailler avec les entreprises. Par exemple, là, on interroge tous les entreprises qui ont accueilli nos étudiants sur leur retour, sur la formation de nos étudiants, qu'est-ce qui leur manque. On est en permanence à travailler sur des référentiels de compétences. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment très, très important d'être tourné sur l'entreprise. Et même dans le corps enseignant, on est une école où on a énormément de professionnels, mais issus d'horizons divers. Ce ne sont pas que des avocats et des juristes d'entreprise, on a aussi des entrepreneurs, on a aussi des gens qui sont sur des compétences extra-juridiques. Et nos étudiants profitent vraiment de ça. Et ça, je trouve que c'est très intéressant dans le projet de cette école, la dimension d'ouverture, qui est finalement le grand problème des métiers du droit et du juriste depuis plusieurs années. Depuis de longues années. Alors, on parlait des soft skills. Moi, je me rappelle du parcours assez classique en droit, où c'était donc très, très, très théorique. Et au final, après, voilà, quand on se lançait dans des études d'avocat ou autre, on n'avait pas forcément les compétences pour prendre la parole en public, s'adresser à des gens. Est-ce que vous allez dans ce sens-là, ou est-ce que vous les aidez sur on va dire, sur des matières qui paraissent un peu moins classiques? Oui, par exemple, on va enseigner chez nous le legal design. Le legal design, en fait, moi je dis souvent, on est une génération de juristes. C'est une génération, en fait, il y a eu les générations, on va dire, de l'empereur, Napoléon, où on a voulu mettre le droit dans des codes. Donc c'est une très belle idée de mettre les règles dans un petit livre, le code civil et le code pénal, etc. Et 200 ans après, en fait, les juristes, nous, on a un peu confisqué le droit. On l'a rendu complexe. Et donc il y a la legal tech, qui est de le rendre compréhensible par les machines. Et le legal design, qui est de le rendre compréhensible par les humains, ce que les juristes appellent les profanes, les non-juristes. Et le legal design, en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est pour la première fois, le juriste envisage de partir des besoins de l'utilisateur. Parce que tout le monde consomme du droit dans sa vie quotidienne, en tant que particulier. Et donc, en fait, jamais les juristes, et j'ai encore dit à mes étudiants la semaine dernière de fac de droit traditionnel, mais jamais on leur dit, mais préoccupez-vous des utilisateurs. Les lois sont faites par des juristes pour des juristes, les contrats sont faits par des juristes pour des juristes. Et finalement, en fait, les humains, entre guillemets, non-juristes, n'ont pas accès au droit. Ce n'était pas du tout l'esprit de l'empereur, et ce n'est pas du tout l'esprit du droit, puisque le droit, en fait, c'est le cœur de la gouvernance de nos sociétés, c'est vraiment le pacte universel. Il faut absolument que ce droit soit compréhensible. Donc le legal design que nous enseignons dans notre école, ça permet d'avoir ces dimensions-là, puis d'utiliser les outils, le design, les infographies, le langage juridique clair, apprendre à des juristes à parler en langage clair pour des non-juristes, et finalement développer l'accès au droit. On l'a un petit peu évoqué avec ce nouveau métier qui émerge. Le droit évolue, hein, comme
comme le monde finalement qui évolue. Comment ça se concrétise, cette évolution? Moi, c'est au cœur de mes recherches et c'est vrai que, en fait, le droit traditionnel, on a du mal à l'appliquer. C'est vrai que moi, quand j'ai fait des études de droit, j'avais peut-être une vision un peu romantique du droit en disant c'est formidable, les droits de l'homme, l'héritage des Lumières, Sauver la veuve et la deuxième l'orphelin. génération, voilà, la troisième génération de droits de l'homme, maintenant les droits environnementaux, après les droits sociaux, peut-être maintenant une nouvelle génération de droits de l'homme sur des droits fondamentaux du numérique. Mais finalement, le droit, on a beaucoup de mal à l'appliquer parce qu'il faut déjà obtenir des textes, ensuite ils sont publiés au journal officiel, ensuite ils sont illisibles, donc il faut les appliquer dans la société. Et en fait, ça prend des années, quoi. C'est épuisant. Et donc, il y a une grande transformation du droit. Regardez Facebook. Ouais. Si demain, le 25 mai 2018, Facebook a changé ses conditions générales d'utilisation. C'est un peu la constitution de Facebook. Parce que le RGPD, le Règlement général de la protection des données, est entré en vigueur le 25 mai 2018. Et le 25 mai 2018, qu'est-ce qui s'est passé sur Facebook? Vous ne partagez plus par défaut une photo aux amis de vos amis. D'accord. Voilà, par défaut, c'était vous pliez une photo, les amis de vos amis. Ben là, on a changé, ils ont mis en conformité avec le règlement. Et du coup, on voit bien que cet exemple-là, maintenant, le droit se prolonge dans le code. Et ici, dans la salle, tout le monde a une vie numérique, tout le monde a des données sur son smartphone, échange de l'information. Ici, on est en connexion Wi-Fi plus ou moins sécurisée. Et en fait, le grand enjeu du droit maintenant, c'est de se prolonger dans nos vies numériques. Et il ne faut pas laisser, en fait, une approche transhumaniste. Et nous, les juristes, on a très peur que les ingénieurs, en fait, prennent le contrôle. Parce que si je prends le cas des GAFA, alors Facebook fait des efforts, je ne voudrais pas dénoncer Meta, mais il ne faut pas que je code d'abord une plateforme et ensuite je vais mettre des règles. Ouais. C'est ce qu'on appelle le code ISLO. Il faut coder en fonction des règles. Il faut dire, il y a des règles qui existent, alors il faut peut-être réinventer des nouvelles règles, mais ensuite, et c'est ce que nous on apprend pas à nos ingénieurs, il faut faire un peu le privacy by design, security by default, ethic by design. Il faut que le droit s'applique dans nos vies numériques. Et ça, c'est un enjeu considérable pour la génération qui nous écoute. Dans les 30 prochaines années, il ne s'agit pas de se laisser gouverner par les algorithmes, les nombres et les machines. Vous parlez des 30 prochaines années, ça me donne envie de me projeter. À votre avis, si on se met sur le marché du droit, d'ici 10 ans, il se passe quoi? À quoi ça ressemble? Alors, beaucoup de choses, ça fait pas du tout peur. Enfin, moi, je trouve ça... je dis souvent à mes étudiants, on va vivre la plus grande épopée du droit depuis Napoléon et le Code Justinien bien avant. Mais en fait, c'est un moment où effectivement on doit repenser un nouveau droit. Complètement, on doit repenser le droit, son application. Donc repenser un nouveau juriste, c'est le projet de notre école. Et on va également devoir, derrière, repenser notre société. Parce que si on repense... Aujourd'hui, la société est gouvernée par le numérique. Traditionnellement, elle est gouvernée par le droit. Si vous croisez le droit et le numérique, par exemple, vous devez aussi repenser votre société dans ses valeurs, dans ses fondamentaux, dans sa manière de vivre ensemble. Et donc, c'est absolument passionnant et ça va avoir beaucoup d'impact sur les professions, la manière de réguler tout ça. Sur les professions et justement aussi sur l'émergence de nouvelles professions. Vous avez parlé du RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données. Le RGPD a permis l'émergence de nouvelles professions. Est-ce qu'il y a des tendances similaires qui peuvent émerger selon vous, des nouveaux métiers? Alors, RGPD, très bon souvenir pour les juristes parce que je pense que le RGPD, c'est ce qui a dû ramener le plus de business aux juristes depuis très longtemps. Moi, par exemple, j'ai exercé le métier de Data Protection Officer, qui est un métier en fait qui consiste à recenser toutes les données utilisées dans une entreprise et voir en fait si on a une utilisation conforme qui respecte la vie privée et qui respecte donc ce règlement qu'est le RGPD. Et en 2019, sur LinkedIn, le métier de DPO, Data Protection Officer, était le métier le plus recherché de LinkedIn. C'est incroyable parce que les études de droit n'ont jamais atteint ces niveaux de recherche d'excellence. C'est à peu près à ce moment-là que nos étudiants, les étudiants spécialisés dans le droit numérique, ont commencé à être en plein emploi. Ils étaient embauchés avant d'être diplômés. Même mes mauvais étudiants étaient embauchés avec des très bons salaires de démarrage à 3 500, 4 000 nets sur DPO. Et en fait, le DPO, alors maintenant ça s'essouffle un petit peu, mais il reste beaucoup d'opportunités. Maintenant, on va devoir tracer les algorithmes. C'est le projet de règlement européen sur l'IA. Vous savez, on dit souvent les Américains innovent, les Chinois copient, les Européens réglementent. Alors nous, ça y est, là, le numérique, après le RGPD, on prend 4 textes. Un pour réguler l'IA, un pour réguler les plateformes, un pour réguler les places de marché et un pour réguler la data. Donc on est en train de former nos étudiants à ça, pour que nos étudiants soient des étudiants en capacité de comprendre ces textes qui arrivent là maintenant et de réguler les vies numériques, mais également d'anticiper des nouveaux métiers. Donc DPO, on propose nous des certifications, donc des passerelles entre la pédagogie de l'école et d'avoir des certifications complémentaires. Et puis on a anticipé depuis longtemps les métiers comme le délégué à l'éthique du numérique, en anglais le Digital Ethic Officer,
que moi, j'ai pas eu le temps de faire. J'ai eu le temps de l'inventer. On a créé des parcours là-dessus. Mais ça va être un juriste qui va aller dans les algorithmes. Bah, les étudiants ici, vous avez tous utilisé Parcoursup, vous allez utiliser. Bah, en fait, Parcoursup, quand il vous place dans telle école, quels sont ses critères? Est-ce qu'il a pris en compte vos notes, votre âge, votre milieu social, votre ville? On ne sait pas en fait. C'est un algorithme maintenant. Moi, ça me fascine. À mon époque, on ne faisait pas ça. Donc maintenant, je suis étudiant, je mets Parcoursup, puis un jour, la machine décide de me mettre là. Bah, il faut qu'un juriste délégué à l'éthique numérique comprenne comment fonctionne l'algorithme, est-ce qu'il est éthique, est-ce qu'il ne fait pas de discrimination. Et ça, c'est très important et c'est un exemple très concret. Ouais, donc en fait, moi j'entends depuis des années que le droit c'est un peu bouché. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent les métiers du droit, c'est peut-être pas l'avenir? Bah, ils continuent de dire ça s'ils veulent. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que toutes les semaines, on m'appelle pour recruter des juristes qui ont peut-être des compétences un petit peu nouvelles, comme ces compétences numériques ou ces soft skills. Donc là, on n'a clairement pas assez. Il faut qu'on forme, il faut que l'école grandisse, il faut qu'on ait... Mais c'est sûr que pour moi, quand je leur dis que ce sont les nouveaux rois du pétrole, c'est que longtemps, moi, j'étais un peu jaloux des gens de la tech. Ouais. Parce que les gens de la tech, c'est eux qui pouvaient coder les applications, tout ça, et nous, on était un peu derrière. Bon, maintenant, déjà, il y a le no-code qui arrive. Donc moi, maintenant, j'ai même plus besoin d'apprendre à coder. C'est-à-dire qu'en faisant du no-code, je peux créer... Je forme d'ailleurs, moi, mes étudiants, on forme à l'école nos étudiants à créer des algorithmes juridiques. À faire des legal bots, des générateurs de contrats. Et il y a 3-4 ans, on devait les former à faire du code, ce qui n'était pas évident, hein, parce qu'on fait du droit, vous n'êtes pas toujours bon en mathématiques. Ouais, moi, par exemple, je n'étais pas du tout bon en maths, pareil. Mais je regrette maintenant, parce que c'est vrai que dans le code, voilà. Mais c'est important d'ailleurs, les mathématiques sont très importantes. On dit souvent les études de droit, c'est littéraire, tout ça, donc oui, effectivement, il faut être bon au niveau des lettres, il faut savoir écrire, c'est très important. Mais de plus en plus, le droit passe du champ lexical des lettres au domaine du nombre, des données, d'algorithmie. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Suppiot dans sa conférence au Collège de France. Et donc, en fait, on est vraiment en train de basculer. Et donc, ceux d'entre vous qui ont des compétences, qui sont très bons en maths et qui s'intéressent au droit, mais very welcome dans nos métiers. Foncez. Du coup, c'est vrai qu'autour de nous, on a pas mal de jeunes là. Est-ce que dans la salle, il y a des jeunes qui se posaient la question d'une carrière dans le droit? Oui? Tout. Est-ce qu'il y a un métier en particulier? Non, il n'y a pas de métier en particulier. Je sais juste que le droit, c'est un domaine qui m'attire particulièrement. Après, comme j'ai pas non plus, je ne connais pas tous les métiers qui sont disponibles dans le droit, du coup, je ne sais pas réellement lesquels faire. Voilà. Donc ça peut être l'occasion justement de partir dans une structure, une école qui va pouvoir former à divers métiers et leur donner dès la première année le goût de tout ce que vous pouvez proposer derrière, quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'au moment de choisir, souvent après la 5e année, c'est bien d'avoir fait plusieurs stages, plusieurs alternances. Donc imaginez en 5 ans. Vous avez fait déjà 5 expériences, ça va vraiment vous permettre de faire un choix éclairé. Puis après, de toute façon, c'est pas figé. Les carrières juridiques évoluent en permanence. Moi, par exemple, je sais que dans 10-15 ans, je ferai notaire numérique. Ça n'existe pas encore. Mais je gérerai des registres dans la blockchain que je commence à faire maintenant. Et donc, c'est pas du tout figé. Par contre, c'est vrai que après les 5 ans d'études, c'est bien un moment de savoir un peu vers quoi on va. Et pas rester un jury généraliste qui aime le droit. Ouais. Et est-ce que tu savais que ça pouvait exister une école des métiers du droit? Non, voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a cette désinformation finalement. Donc on rebondit sur la curiosité. Il faut être curieux, il faut être curieux. Si c'était le mot de la fin, le conseil qu'on pourrait donner à tous ces jeunes qui nous regardent, aux internautes qui se posent des questions encore sur leur avenir, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, Thomas, pour conclure? Effectivement, la curiosité, c'est vrai que soyez atypique. Développer un double profil. Moi, par exemple, j'ai croisé droit et numérique. Voilà, j'ai voulu croiser 2 domaines en étant peut-être un juriste. J'étais pas un artiste, mais j'étais peut-être un peu un créatif. C'était un peu ma particularité. Et je pense que chacun, dans votre ADN, vous avez, dans ce qui constitue votre personnalité, quelque chose de particulier. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire en tant que juriste. Soyez juriste, mais pas que. Et voilà, et essayez d'être vous-même et de créer un juriste à votre image, un nouveau juriste. C'est un beau message. Faut pas essayer de rentrer dans le moule parce qu'on a souvent envie d'être comme les autres et notamment d'ailleurs on aurait pu penser ça en droit et non, il faut être soi, il faut s'assumer. Voilà, il faut s'éclater, il faut être heureux et je pense que voilà. La vie elle est longue.
Et parfois, quand on est jeune comme ça, on se dit waouh, le chemin qui reste à parcourir. Et pour des vieux comme nous, hein, on se dit, et ça passe tellement vite. Donc voilà, ça sera. C'est ça, c'est bien, je commence à donner. Je pars en cacahuète totale. Merci à vous en tout cas. Merci Thomas. Merci Marie. Merci à vous vraiment. Pour tout ça, je crois qu'on peut s'applaudir. Vraiment bravo. Merci. Et puis, merci à vous aussi d'être là, d'être présent. Je suis sûre qu'on va se retrouver très vite pour de nouvelles masterclass. À très vite.